il faut chanter. Ça fait partie non seulement d'une nécessité d'éducation, mais d'un plaisir profond. N'oublions pas que on commence pratiquement à vivre par la chanson. C'est notre mère qui chante une chanson quand on est au sein, qu'elle nous allaite pratiquement. Voilà, c'est ça l'histoire de l'humanité. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Il est baryton, il a chanté les opéras de Mozart avant de s'intéresser aux chansons de Brassens et de Boris Vian. À la tête de l'ensemble des Lunésiens, il dit « faire chanter la mémoire », celle de la chanson française d'hier et d'aujourd'hui. En collaboration avec l'écrivain Pierre Sange, il a créé une collection de disques-livres magnifiques, consacrés à de grands auteurs et destinés aux enfants et pas que. L'an dernier, paraissait Le singe et l'épouvantail, d'après les fables de La Fontaine. Cette année vient de paraître Molière, Sa Majesté l'acteur. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Marzorati. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Alors avant de parler de cette collection et notamment de ce nouvel album, enfin de ce nouveau disque-livre, j'aimerais revenir sur ce passage de Mozart à Brassens. C'est comme ça que ça se passe. Comment en vient-on à passer de l'opéra à la chanson ? Alors, est-ce parce que je me suis mis à fumer la pipe ? Non, je crois pas. Voilà, ça aurait pu être cela. Non, pour moi, il y a eu quelque chose d'assez naturel qui s'est poursuivi dans mon histoire, qui est une histoire personnelle. Je ne dis pas que tous les chanteurs lyriques doivent faire cette route que moi-même j'ai faite. C'est tout simplement l'opéra, je dirais, c'est raconter des grandes histoires sur un temps assez long qui se déroule avec un grand orchestre. Et cette chanson, c'est quelque chose de très réduite, comme un petit tableau, vous voyez, un petit tableau de genre, dissimulé, je dirais, dans un musée qu'on ne s'attendait pas à trouver, et en peu de temps comme ça, tout est raconté. Voilà, pour moi c'est une question d'image et de manière de raconter. Et puis surtout cette chanson, je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Comment ? Par Balzac. Par Balzac, parce que j'aime beaucoup Balzac, et il ne cessait de citer les chansonniers de son époque, et plusieurs fois il citait avec admiration Pierre-Jean de Béranger. Alors je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je connais pas quand même, voilà. Donc je suis allé un petit peu m'intéresser à cela, et puis j'ai découvert les chansons de Pierre-Jean de Béranger, et je me suis rendu compte à quel point elles avaient une place essentielle dans notre histoire en général, de littérature, mais de musique au XIXe siècle. Et on s'en intéressait pas du tout. Et je me suis dit, mais il y a un travail passionnant à faire autour de cela, et il s'avère que cette chanson, chez nous, du moins en France, c'est un petit peu cette petite sœur de la grande mélodie classique qui n'a pas vraiment sa place. On ne sait pas trop où la mettre. Est-ce que c'est finalement de la littérature de par son texte? Est-ce que c'est de la musique de par sa mélodie? Et voilà, et du coup, je me suis mis à défendre, non pas cette orpheline, parce que parfois on y pense beaucoup à celle-ci, mais dans le cadre de la musique classique, c'est un petit peu celle qui est oubliée. Parce qu'on a quand même une tradition de la chanson, même au sein de la musique dite classique. Moi, je pense au début, fin 19e, début 20e, on a des compositeurs comme Fauré, ou Reynaldo Hahn, qui a beaucoup lui-même chanté aussi les chansons. Donc, il y a cette tradition-là. Or, vous n'allez pas forcément dans celle-là, vous pouvez la faire aussi éventuellement, mais vous allez dans Brassens, Boris Vian, et vous avez même fait un album sur les chansons du temps de Napoléon, au moment du bicentenaire de Napoléon. Enfin, donc vous déplacez en fait, ou vous adaptez des chansons, on va dire plus populaires à une façon de chanter qui est classique ou plus classique. Oui, en tous les cas, j'ai un fil conducteur. C'est ma proposition, et je me suis rendu compte que des personnalités comme Boris Vian, comme Brassens, ils ont cette culture du chansonnier. Déjà, c'est un mot qu'on a oublié. Ce chansonnier, avec aussi ce plaisir de l'air d'eux, c'est-à-dire faire des chansons sur des airs connus, qui ont été connus, qui peuvent remonter à
très très loin en arrière aussi. Donc il y a un petit peu ce passage des mélodies d'un siècle à l'autre, sans qu'on sache trop finalement d'où elles proviennent pour certaines. Est-ce qu'elles viennent de l'église? Est-ce qu'elles viennent du chant pendant qu'on moissonnait? Voilà, c'est tout ça que moi en tout cas j'invente. Je ne suis pas que dans l'historicité, je suis dans la mythologie de cette histoire. Et c'est ce que fait Brassens, par exemple, dans son Moyenâgeux, où il dit qu'il aurait vraiment souhaité vivre au XVe siècle. Et c'est ce que fait aussi Boris Vian, quand il n'arrête pas de composer certaines de ses chansons sur des airs très anciens. Voilà. Donc, c'est en tout cas des chansonniers qui s'intéressent à l'histoire de la chanson. Alors, dans votre parcours, il y a cette irruption de la collection de disques-livres, qui est un phénomène peut-être un peu différent, puisque là, on parle de textes. En tout cas, sur le premier album, on parle donc Le Singe et l'Épouvantail, on parle des fables de La Fontaine, un peu réécrites par Pierre Sange, un peu réadaptées. Avant même de parler du contenu, comment est venue l'idée de la collection ? Alors, l'idée de la collection, c'est d'abord une rencontre, bien sûr, avec Pierre. Nous avions fait déjà certaines expériences de rencontres entre ces textes et des musiques, où j'ai demandé à un ami compositeur donc d'illustrer cela, ces textes par la musique. Et puis Pierre donc a fait cette proposition finalement d'aller chercher la joie de lire. Et moi je me suis dit mais voilà, c'est l'occasion pour moi de faire ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire servir les grands auteurs. Pour moi il y a quelque chose d'essentiel. Si j'ai aimé cette littérature, c'est grâce aux livres, c'est grâce à ces livres d'enfants que j'ai pu avoir et qui m'ont amené vers cette grande littérature qui est soi-disant la littérature des adultes. De ce point de vue-là, La Joie de lire est le bon éditeur, puisque c'est vraiment un éditeur très prolifique sur la question de la littérature pour la jeunesse. Ce que je vous propose, c'est que donc vous venez de sortir le deuxième disque-livre qui est sur Molière, dont on a fêté le 400e anniversaire du baptême, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, mais on priorise le même jour, le 15 janvier dernier. Donc Molière, Sa Majesté l'acteur. Je vous propose d'écouter un petit extrait avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est l'extrait c'est la huitième chanson de cet album qui s'appelle Torticolis. Alors pourquoi avoir choisi cet extrait? Parce que c'est vous qui l'avez choisi. Pour deux choses. Alors d'une part, on a dans cette chanson donc délicieusement écrite pour le texte par Pierre, l'illustration du médecin. Pour moi, le médecin, c'est par excellence. Torticolis étant le médecin. Hein. Voilà, c'est ça. Le nom du médecin. Oui, voilà, oui, créé par Pierre. Et donc. Par excellence, le personnage de Molière, le plus truculent, je dirais, pour amener les enfants vers comment dirais-je, cet archétype, on pourrait dire, de ce qu'illustre Molière. Et puis aussi, ces personnages un peu central du Pont-Neuf, puisque tout se passe sur ce Pont-Neuf, et on a je dirais ces beaux parleurs qui vendent des élixirs. On ne sait pas si ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas c'est un petit peu je dirais le nerf d'ailleurs il le dit dans le livre. Mais vous êtes quoi? Vous êtes un comédien ou alors vous êtes quelqu'un qui dit des mensonges quoi. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cet extrait de chanson, et puis aussi pour montrer que des maîtrisiens excellents comme ceux du Centre de musique baroque de Versailles, les Pages, peuvent s'amuser et peuvent rentrer en contact avec tous les enfants qui, en quelque sorte, n'ont pas l'habitude d'écouter de la musique classique. Et comment vous procédez quand vous créez ce disque-livre avec Pierre Sange? Comment ça se passe? Il vous propose un texte, vous proposez des chansons, vous choisissez quoi comme chanson? Vous créez les chansons, vous créez les airs? Est-ce que vous reprenez des airs? Parce que là, on a quand même une consonance très forte avec Molière, enfin même dans le son, dans la mélodie. Est-ce que vous avez repris des choses qui existaient, des chansons qui existaient à l'époque? Comment? Alors, j'ai repris des airs qui existaient à l'époque.
parce que surtout pour moi, ce qui était important aussi dans ce projet, c'est de ne pas associer Molière à Lully. Voilà, parce que systématiquement, Molière... C'est la fin de Molière, plutôt. Et voilà, c'est la fin. Et c'est de m'interroger sur tous ces airs que peut-être il a entendus lorsqu'il était enfant, parce que c'est quand même comme ça qu'on nourrit nos goûts musicaux, hein. C'est quand on est enfant et qu'il est allé, nous dit la légende, parce que ça on ne sait pas trop, hein. En tout cas c'est dans une des biographies de Bulgakov, hein, où donc il écrit le roman de Monsieur Molière, absolument, sur Molière qui va avec son grand-père, et je me suis dit mais c'est ce qu'il a entendu comme musique. Donc je suis allé davantage sur des musiques antérieures, plutôt, je dirais, fin 16e, début 17e. Alors, il y a du Falaise, il y a, après, pour plus tard, il y a du Haut Couteau, etc. Mais je suis allé dans quelque chose du premier baroque et post-Renaissance pour illustrer cela. Et puis après, donc, on a conversé avec Pierre sur cette histoire. Et moi, j'avais envie, donc je lui dis les thématiques essentielles. Il y avait quelque chose aussi qui me semble important, c'est de jouer sur les mazarinades. La puissance de la chanson avec la politique, les polémiques. Et pour resituer, les mazarinades, ce sont des chansons critiques, très acerbes, très piquante sur Mazarin, qui était donc le ministre roi à l'époque. Absolument, et c'est ce que fait Pierre, et je trouve qu'il l'a fait mais formidablement bien, parce que tout tourne autour de cette chanson qui est en train d'être écrite, donc par des comédiens pour attaquer Louis XIII, et ça prend toute cette force, voilà, parce que ça peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça continue encore aujourd'hui, et la chanson peut-être assassine, mais on peut aussi assassiner pour une chanson. Et vous avez fait, dans le travail de création de la musique concrète, là, je veux dire, hein, dans l'enregistrement, vous avez fait le choix systématiquement de choisir des chœurs d'enfants. Alors, dans le premier album, c'est avec la maîtrise de la cathédrale de Metz, donc qui a des enfants et aussi quelques jeunes adultes, si je me rappelle bien. Là, très clairement, dans l'extrait qu'on a entendu, ce sont les pages donc du Centre de musique baroque de Versailles. Pourquoi travailler avec des enfants dans ce projet-là, et comment travaille-t-on avec des enfants? C'est pour montrer déjà, pour moi, l'excellence du travail maîtrisien. C'est quelque chose qui me fascine, qui pour moi est essentiel. On sous-estime encore, hein, on en parle, on dit « Ah mais oui, c'est génial de faire chanter des enfants », mais c'est quelque chose d'essentiel pour l'apprentissage. Je voudrais que tous les enfants puissent chanter à l'école. C'est un combat, même pour moi, dès la maternelle, d'aller travailler avec les maîtresses et les maîtres, parce qu'on sous-estime l'importance de la voix. Voilà. Bon, ça déjà, c'est cette petite chose sur laquelle je travaille beaucoup. Les maîtrises, c'est une exigence qui amène aussi beaucoup de bonheur aux enfants. Voilà, c'est une manière de s'amuser et être sérieux. Je trouve ça aussi super fort. Et puis, donc, pour l'instant, ça a été la maîtrise de Metz, celle du Centre de musique baroque de Versailles. Et pour moi, raconter des histoires pour les enfants, avec des enfants qui chantent, je crois qu'il n'y a pas mieux, quoi. Oui, parce que vous avez quand même travaillé avec des grands, enfin, par le passé, vous avez été amené à collaborer avec les Arts Florissants, avec le Poème Harmonique, enfin des noms, enfin des groupes, des ensembles, pardon, très reconnus, là, qui pourraient aussi s'adapter à quelque chose. Mais là, vous avez vraiment voulu que l'enfant entende l'enfant. Absolument, oui, je crois que c'est vraiment la meilleure solution pour être surpris et pour dire mais oui, en fait, ils sont exactement comme moi. Et oui, ces enfants sont comme eux. Et c'est facile de travailler avec des enfants? Oh, c'est génial. Ah bah oui, mais de toute catégorie, je dirais, même ceux qui ne chantent pas, même ceux qui au début n'ont pas envie de chanter. Moi, je n'arrête pas de plus en plus j'avance vers mon vieil âge, plus j'ai envie de travailler avec des enfants et de leur donner ce feu sacré. Pour moi, c'est vraiment, même si on n'en fait pas un métier, il faut chanter. Ça fait partie non seulement d'une nécessité d'éducation, mais d'un plaisir profond. N'oublions pas que on commence pratiquement à vivre par la chanson. C'est notre mère qui chante une chanson quand on est au sein et qu'elle nous allaite, pratiquement. Voilà, c'est ça l'histoire de l'humanité. Et est-ce que d'autres livres disques sont prévus, envisagés? Y a-t-il des envies?
Il y a des envies, évidemment. Alors ça, après, bon, on laisse encore, je dirais, toutes ces chances à ces 2 albums. Je crois qu'on en est très content, mais bien sûr, de toute façon, pour moi, il y a une envie forte de continuer à travailler avec Pierre, et pourquoi pas de poursuivre cette collection dans cette logique aussi, voilà, d'optimiser, je dirais, les qualités de nos maîtrises. Et s'il y a un auteur que vous aimeriez mettre en livre-disque comme ça. Alors, c'est pas un projet officiel, on n'en est pas là, hein. Juste vous, comme ça, une envie. S'il y a un auteur que vous aimeriez apporter, amener aux enfants par ce biais-là. J'avoue en tous les cas que Jules Verne n'est pas pour me déplaire. Voilà. Ah oui. On change d'univers là pour le coup. oui, voilà, c'est ça. Mais on a tout le 19e en chanson. C'est vrai, oui, absolument. Non, mais il faut changer. Après, il y a d'autres idées comme ça qui surgissent, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant et d'essentiel pour moi. C'est d'amener la littérature et la musique aux enfants. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant, enfin moi que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'à la fois il y a la chanson, à la fois il y a le texte, mais j'ai pas encore parlé de ça, mais il y a les illustrations. Dans le premier tome, on a la Suissesse Albertine qui a reçu le prix Hans Christian Andersen en 2020, qui est un peu le prix Nobel de l'illustration. Et puis le deuxième, c'est un Français, c'est Serge Bloch, qu'on connaît pour Astrapi, pour Max et Lily, pour Sam Sam. Donc c'est vraiment une collaboration, on va dire en quadripartite, c'est-à-dire l'écrivain, l'illustrateur, le compositeur, l'arrangeur et les chanteurs. Et ça fait un album assez complet qu'on peut écouter dans la voiture, qu'on peut écouter le soir, qu'on peut lire, qu'on peut regarder. Enfin, ça s'adresse à tous les âges, quoi. Oui, ça s'adresse à tous les âges. Et pour les amoureux du livre, c'est aussi cette chose essentielle que l'illustration. On sait très bien que parfois certains textes qui ont été difficiles dans notre jeune âge, eh bien, on a pu avoir des éclaircissements ou des illuminations grâce aux illustrations. Et ça, depuis tout temps. Voilà, c'est aussi un art essentiel pour ce livre. Pour moi, le livre-disque, c'est quelque chose, je dirais presque un art total, en tout cas pour accéder à l'enfant. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. La question bonus que je pose à chacun de mes invités, un coup de cœur artistique récent, sera-t-il musical, sera-t-il les livres, puisque vous avez parlé de Balzac, ou sera-t-il tout à fait autre? Mon coup de cœur, même si ça fait quelques mois que je l'ai lu, mais c'est un écrivain que j'adore, c'est Laurent Mauvigné pour ses Histoires de la nuit. Un livre absolument incroyable, une histoire de femme terrible, mais très belle. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau encore une fois. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes un média indépendant, nous ne vivons que grâce à vous. Grâce à votre soutien, je vous souhaite une très bonne journée.